Mesdames et messieurs, d'abord merci encore de me permettre de m'exprimer devant vous et bravo pour continuer ce tour de France des régions et de faire en sorte que ces journées, une fois tous les 2 ans, si j'ai bien compris, puissent se délocaliser et permettre ainsi un tour de France et de toucher finalement les acteurs de proximité et faire réagir également les élus comme ça a été le cas ce matin. C'est un plaisir d'être avec vous et c'est un plaisir surtout de pouvoir vous parler un peu, j'ai eu l'occasion de vous parler de l'attente de l'annonce du plan national de mobilisation contre les addictions à plusieurs reprises et donc là désormais il est annoncé, on peut se consacrer à sa mise en œuvre et c'est plutôt quelque chose d'assez positif pour se rapprocher vraiment encore une fois de ce qui peut toucher concrètement nos concitoyens. Donc ça fait 6 mois qu'on y est, nous, Mildeka, avec nos partenaires, et je crois qu'il y a quelques réalisations récentes et des actions que nous avons engagées qui méritent d'être citées. D'abord, la création du fonds addiction. On n'a pas le droit de dire le montant, mais tout le monde le connaît à peu près, donc on tourne aux alentours d'une centaine de millions d'euros par an quand même, qui vont être dédiés à l'ensemble des conduites addictives avec substance et qui permettront donc, dès 2019, d'abonder largement, notamment les agences régionales de santé, la société civile et la recherche par des appels à projets qui seront lancés dans les prochaines semaines. La Fédération est membre du comité d'orientation au sein duquel sont décidées les priorités d'orientation donc, du fonds. Il faudra, je pense, excuser l'organisation un peu chaotique et rapide pour l'année 2019 parce que compte tenu du retard pris pour prendre les textes entre la publication des appels à projets et le temps qui sera donné aux chercheurs, aux associations pour y répondre, ça vous paraîtra très court, mais j'espère vraiment que dès 2020, on aura quelque chose qui fonctionnera de manière beaucoup plus fluide, encore une fois avec ce montant tout à fait conséquent. Deuxième point que je voulais aborder, la question de l'alcool. Vous le savez, les arbitrages ne nous ont pas été favorables pour aller aussi vite et aussi loin que nous l'avions souhaité. Mais on a eu une heureuse surprise parce que l'entrée en vigueur de la loi qui a fait suite aux États généraux de l'alimentation, début 2019, a conduit mécaniquement à l'augmentation du prix de certaines boissons alcoolisées et dont on peut escompter, puisque l'on sait l'impact du levier prix sur ces consommations, une diminution de la consommation. Davantage programmée, l'intégration dans le plan national nutrition santé des nouveaux repères de consommation d'alcool à moindre risque et la diffusion en mars 2019 par Santé publique France de vastes campagnes de communication à destination des professionnels de santé et du grand public, nous montrent la voie pour davantage éclairer et accompagner l'évolution des représentations et des usages des Français. En parallèle, nous avons suscité l'engagement de l'ensemble des acteurs de la grande distribution pour mieux encadrer la vente d'alcool et notamment respecter l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs. Nous travaillons désormais donc avec l'ensemble des enseignes à la mise en œuvre de ces engagements dans les magasins. Et nous avons également, avec le ministère en charge de la Santé et le ministère de l'Intérieur, engagé un chantier compliqué, long, qui est la révision de ce qu'on appelle un peu abusivement le code des débits de boissons, c'est-à-dire toutes les règles qui permettent l'implantation, la régulation et la distribution de l'alcool en France, qu'il soit fixe ou temporaire, un bar ou un bureau des élèves, dans un objectif donc là de santé publique bien entendu, de sécurité, de simplification administrative et d'aménagement du territoire. N'attendons pas des résultats pour cette année, encore une fois ce chantier est extrêmement long. Nous avons également travaillé à l'ordonnance qui fait suite à la privatisation de la Française des Jeux et donc la réforme de la régulation des jeux d'argent et de hasard initiée par la loi Pacte. Le texte de l'ordonnance sera présenté prochainement et pour ce qui concerne la Mildeka, notre préoccupation a été très forte en matière de lutte contre le jeu excessif et de protection des mineurs. Quant aux usages des écrans, cela a été cité tout à l'heure, la diffusion auprès des parents de messages simples, incitant sans dramatisation à l'encadrement des pratiques des enfants, s'accompagne d'une vigilance particulièrement accrue concernant l'usage des jeux vidéo. Vous savez que ce trouble a été reconnu par l'OMS comme un trouble addictif. C'est extrêmement important qu'on puisse se pencher sérieusement sur ce sujet. Et je voulais vous signaler que la Mildeka a été lauréate d'un appel à projet de la délégation interministérielle à la transformation publique qui vise à développer l'application des sciences comportementales
dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Et là, ce qu'on va essayer de faire avec la DITP, c'est de travailler à mieux identifier les mécanismes de captation de l'attention conduisant à un usage de l'écran plus long que ce qui est recommandé pour les enfants, et concevoir ainsi ce qu'on appelle un nudge, un mécanisme assez simple à destination des enfants et des parents pour favoriser la limitation de l'usage des écrans. Les écrans, c'est l'occasion de parler des enfants et des adolescents. Et comme il a été indiqué tout à l'heure, vous le savez, que pour le plan national de mobilisation contre les addictions et un certain nombre d'ARS, c'est vraiment le public qui nous intéresse le plus en prévention, la prévention la plus précoce possible en âge et en intensité des consommations, si j'ose dire. Et nous mettons toute notre énergie en direction de cette population. Et nous avons effectivement, ils ont été cités tout à l'heure, aujourd'hui à notre disposition des outils de prévention primaire qui ont fait la preuve de leur efficacité, qui sont extrêmement performants si on les manie de manière correcte. Ce sont les fameux programmes de renforcement des compétences psychosociales. C'est extrêmement compliqué à expliquer, notamment à des journalistes qui veulent des réponses extrêmement immédiates souvent à cette question-là, en quoi cet outil est un outil vraiment prometteur, en quoi ces outils sont des outils extrêmement prometteurs pour la prévention des addictions. D'abord parce que ce sont des outils généralistes et très précoces qui permettent donc d'éviter de devoir, par des informations dont les messages d'ailleurs sont plus ou moins efficaces, de passer par l'ensemble des addictions, dans l'ensemble des produits, l'ensemble des comportements, et d'avoir donc une approche très intégrée au sein notamment des classes, qu'il s'agisse du primaire ou des collèges, pour avoir un effet non seulement sur les addictions, sur les conduites à risque en général, sur le climat scolaire et sur la réussite éducative des élèves. Je ne dis pas qu'on tient là la formule totalement magique, mais on tient là vraiment un outil, et la Fédération Addiction nous aide à déployer ces programmes selon vraiment les standards qu'il faut essayer de respecter dans les territoires. Et c'est un outil vraiment extrêmement important. Et nous avons assez peu de pistes prometteuses en matière de prévention primaire, et celle-ci en est une, assurément, et les crédits du Fonds Addiction seront en partie destinés à son déploiement. Vous le savez, je vous en avais déjà parlé, nous avons aussi engagé un certain nombre de travaux pour davantage sensibiliser les professionnels de premier recours à la question des consommations. Le Collège de médecine générale fait désormais partie de nos partenaires privilégiés. On a signé une convention avec le Collège et on travaille avec les administrations et les agences concernées pour réunir les conditions d'un meilleur repérage et d'une prise en charge adaptée des conduites addictives par ces professionnels avant qu'elles ne se complexifient, en lien justement, quand c'est nécessaire, avec les structures médico-sociales que vous représentez, les structures hospitalières ou tout autre professionnel, afin que les parcours ou les trajectoires, vous nous direz à l'issue de ces journées, soient plus fluides pour les usagers. Je redis vraiment l'importance pour nous qu'il y a, lorsqu'on a encore 13 millions de fumeurs quotidiens en France, 5 millions de consommateurs d'alcool quotidiens en France, d'avoir une mobilisation des professionnels de recours qui, à leur niveau, prennent davantage en charge ces premières consommations. Autre sujet qui, je trouve, a fait beaucoup de progrès lors de ce dernier semestre. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent sans doute le e-AD, le e-congrès sur les addictions, porté par William Loewenstein et SOS Addiction. Mais grâce au rapport que m'ont remis Jean-Pierre Thierry et Michel Reynaud, que je salue et qui est ici, nous avons désormais une idée beaucoup plus précise des formidables apports de ce qu'on appelle la e-santé, c'est-à-dire toutes ces technologies numériques, et de la manière d'inclure la question des addictions dans le grand chantier numérique qui est proposé par la ministre des Solidarités et de la Santé, et surtout la délégation ministérielle du numérique en santé. En particulier, je le dis pour les médecins généralistes, et ce repérage vraiment précoce, on a un certain nombre d'outils aujourd'hui à disposition que nous devons tenter de développer, et on va y travailler dans les prochaines semaines avec l'assurance maladie et le ministère de la Santé, pour que certaines des recommandations du rapport de Michel Reynaud et Jean-Pierre Thierry puissent voir le jour. Et à l'instar de ce qui est observé notamment à l'ARS dans l'île de la Réunion, on mette bien cette technologie au profit justement de parcours beaucoup plus fluides et d'une information qui aille vers les professionnels comme vers les personnes et les patients de manière beaucoup plus précise et fluide. Autre chantier qui a été mené à bien, vous le savez, la situation des usagers de crack à Paris, qui a nécessité une importante mobilisation qui s'est conclue par
signature d'un plan spécifique, ambitieux et multipartite. Le nouveau cahier des charges des salles de consommation à moindre risque est en passe d'être signé aussi par la ministre des Solidarités et de la Santé pour mieux répondre aux besoins des usagers et donner plus de chance à l'ouverture de telles structures dans le temps qui reste de l'expérimentation nationale. Enfin, vous le savez sans doute, sous l'égide de la Direction générale de la santé, une feuille de route sur la prévention et la prise en charge des surdoses aux opioïdes est en passe d'être arrêtée après consultation des membres du groupe Traitement et réduction des risques en addictologie, dont la Fédération est bien sûr un des membres importants. Un des chantiers essentiels que nous conduisons à la MILDECA, je vous en avais là aussi déjà parlé, était de relancer une dynamique territoriale par l'intermédiaire de nos chefs de projet MILDECA en préfecture. C'est pour moi l'occasion d'abord de saluer l'équipe d'Occitanie. L'idée vraiment fondamentale avec les partenaires que sont, au premier rang desquels, et vous l'avez tous compris, l'Agence régionale de santé, mais aussi le rectorat et également les procureurs, d'essayer de sortir d'une logique qui et que ceux qui ont travaillé jusqu'à présent ne m'en veuillent pas, mais on était quand même sur un positionnement essentiellement de guichet budgétaire sans une vision stratégique de l'action des chefs de projet MILDECA dans les régions. Avec la publication du plan national de mobilisation contre les addictions, nous avons demandé aux chefs de projet dans toutes les régions d'adopter des feuilles de route qui soient, d'une certaine manière, la stratégie régionale en matière de lutte contre les conduites addictives. Ces feuilles de route ont été élaborées dans un temps extrêmement rapide, puisque nous les avons quasiment toutes, à l'exception de 2 régions, au jour où je vous parle. Et leur mise en œuvre s'appuiera bien sûr sur des leviers qui sont, encore une fois, le levier budgétaire, qui est essentiel notamment pour soutenir un certain nombre de projets que vous-même portez, mais aussi s'appuyer sur les capacités qui sont tout de même extrêmement fortes des préfectures pour travailler sur un certain nombre d'axes, et je parlerai en particulier du respect des interdits protecteurs en matière de consommation de tabac et d'alcool, que ce soit avec des actions en direction des débitants eux-mêmes ou par la mobilisation des forces en charge de faire respecter la loi. Dans un second mouvement de territorialisation, nous avons souhaité mobiliser davantage les collectivités territoriales et directement les collectivités territoriales, avec un premier appel à projet en 2018 que nous avons consacré à la prévention des conduites addictives en direction des jeunes. 11 premières villes ont été sélectionnées l'an dernier, et l'an dernier, elles constituent désormais notre premier cercle de partenaires que nous essayons d'accompagner sur le plan méthodologique. Et nous avons donc lancé un second appel à projet en 2019, encore une fois en direction des collectivités, avec la prétention de couvrir à peu près le même champ d'action, mais, et Martine Lacoste verra très bien, je crois, de quoi je parle, en incluant également des expériences pour la prévention de l'entrée dans le trafic pour les jeunes dans les quartiers, comme le disait Martine, les quartiers dits sensibles. Nous avons reçu une 50aine de dossiers et nous sélectionnerons donc au terme d'une procédure qui est en cours le second cercle des collectivités qui nous accompagnent. Alors au-delà de toutes ces réalisations dans lesquelles la Fédération nous accompagne bien souvent, on a aussi, je crois, durant ces derniers mois, enregistré un certain nombre de résultats importants qui nous obligent à des renforcements ou des adaptations de nos politiques. Parmi les résultats extrêmement encourageants, je crois qu'il faut revenir sur la baisse du nombre de fumeurs en France. Moins 1,6 million en 2 ans, la première et la plus meurtrière des addictions est en train de reculer singulièrement. C'est formidable et c'est le résultat d'une politique publique, mais associant largement les professionnels et les associations, qui est volontariste, qui est cohérente et que nous avons salué encore hier au comité de coordination du programme national de lutte contre le tabagisme avec le directeur général de la santé et le directeur général des douanes et des droits indirects qui ne ménagent pas ses efforts sur ce sujet. Mais le stock de fumeurs ou d'anciens fumeurs est tel que malgré ces bons résultats sur la consommation, on observe après ajustement cette année une augmentation de la mortalité. Vous le comprendrez. On est à 75 000 morts par an. Je crois qu'il faut toujours rappeler, si on veut se donner quelques priorités, là où sont quand même les dégâts les plus importants. Et nous devons rester particulièrement vigilants donc, pour que ces premiers bons résultats qui s'opèrent depuis 2 ans se confirment et ne laissent aucune population sur le bord du chemin, en particulier les personnes en difficulté sociale ou les femmes, pour ne citer que ces 2 exemples. Ce résultat, en population générale, concernant le tabac, est confirmé
S'agissant des plus jeunes, par l'enquête qui a été publiée avant-hier par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, et qui renforce et qui précise ce que l'enquête Escapade avait montré début 2018. L'enquête En Classe, donc, qui porte sur les collégiens et les lycéens, montre en effet une baisse importante des niveaux d'expérimentation et de consommation du tabac. Pour l'alcool, par contre, on ne note malheureusement que peu de changements, hormis, il faut quand même le signaler, une baisse de la fréquence des ivresses au collège. Parmi les résultats frappants, je trouve, concernant l'alcool, on notera encore que 44% des collégiens de 6e ont déjà bu de l'alcool, ce qui renvoie clairement à la responsabilité des familles, ainsi qu'à celle, bien sûr, des producteurs et des distributeurs. Ce concept de l'éducation au goût est une foutaise. On sait pertinemment combien cette transgression précoce, initiée souvent dans le cercle familial, et l'OFDT l'a montré l'année dernière, à des âges qui sont extrêmement précoces, vers 5 ans parfois, est prédictif d'épisodes dangereux à l'adolescence concernant les consommations d'alcool. Pour l'alcool encore, comme pour le tabac, En Classe, et c'est un mauvais résultat, confirme la très grande accessibilité des mineurs à des produits qui leur sont interdits. Je l'ai déjà mentionné en parlant des pistes d'action que nous avons, mais ce non-respect des interdits protecteurs interroge grandement la responsabilité des détaillants, comme celle des agents de l'État et des collectivités en charge de faire respecter la loi. Nous y travaillons, nous cherchons même à identifier davantage les freins qui, pour un certain nombre de professions, font que les choses n'avancent pas. Mais je crois qu'on a besoin d'un élan vraiment très global, et je sais que la Fédération relaie souvent ce message, pour que ces interdits protecteurs soient en France beaucoup mieux respectés. En Classe, toujours la même enquête, enregistre aussi des résultats très encourageants pour le cannabis, dont les indicateurs de consommation sont en baisse, au collège comme au lycée. Ce sont des résultats qui sont d'ailleurs assez cohérents avec le panorama européen qui a été publié il y a quelques jours par l'Observatoire européen des drogues et qui montre que la France est un des seuls pays avec le Danemark où globalement la consommation, notamment pour les 15-34 ans, est en légère baisse, même si, nous le regrettons, nous sommes toujours champions d'Europe en la matière. De nombreux résultats scientifiques ont d'ailleurs ces derniers mois confirmé la dangerosité de ce produit sur des cerveaux en maturation, depuis la grossesse, l'exposition in utero, jusqu'à l'âge adulte. Et nous publierons prochainement un petit 4 pages synthétique de notre collection qu'on essaye de densifier, qui s'intitule « L'essentiel sûr », pour attirer l'attention de tous, et particulièrement des adultes qui entourent les jeunes, sur ces risques, dont celui souvent négligé, mais qui explique aussi ces baisses de consommation dans le baromètre que je vous ai présenté tout à l'heure, le risque souvent négligé de consommation concomitante, évidemment, avec le tabac. Des résultats aussi ont objectivé cette année les conséquences de la consommation de cannabis chez les adultes. Et à ce propos, nous parlions il y a quelques jours avec le président de Lille de l'intérêt des cohortes pour mieux suivre les personnes et les usages et mieux qualifier les risques. Et c'est pour ça que nous avons depuis quelques années noué un partenariat très étroit avec peut-être une cohorte que certains d'entre vous connaissent bien, qui est la plus grande cohorte de France en santé, qui s'appelle Constance, qui est gérée par l'INSERM, et qui est une référence, et nous avons notamment travaillé avec eux pour étudier les relations entre les consommations de substances psychoactives et les trajectoires professionnelles. Le résultat que je vous livre ici n'est pas publié, mais je trouve qu'il est vraiment important. Je ne sais pas si on peut voir la diapo, que j'avais juste préparé une diapo, si on peut la voir. Oh, non, peut-être pas. Bon, si, la voilà. Parce qu'on parlait tout à l'heure des inégalités de santé et du lien qu'il faut faire toujours entre la santé, les substances psychoactives, l'intégration sociale. Et ce résultat est quand même intéressant à noter, puisqu'on y voit que sur un échantillon représentatif, bien sûr, dans la cohorte constante de 18 000 adultes français suivis dans cette cohorte, qu'il y ait ou non consommation d'alcool et de tabac associés, indépendamment de l'âge, du sexe, de la dépression et de l'état de santé général, on a un risque qui est au moins doublé de perte d'emploi à court terme, c'est-à-dire dans l'année, pour ceux qui consomment du cannabis au moins une fois par mois par rapport à ceux qui n'en consomment pas. Vous voyez aussi que les relations entre la consommation de cannabis et le risque de perte d'emploi est dose dépendant.
plus la consommation est fréquente, plus le risque de perte d'emploi à court terme augmente. On n'est évidemment pas dans une hypothèse de causalité, mais on est dans une hypothèse de relation qui doit vraiment interroger l'accompagnement des personnes, en particulier les plus fragiles, pour arriver à réduire cette consommation, en particulier lorsqu'ils sont dans des trajectoires professionnelles fragiles. Donc je crois que c'est un résultat qu'on vous livre en avant-première parce qu'il fera l'objet d'une publication par l'équipe dans les mois à venir, mais je trouve que c'est un résultat qui nous concerne évidemment tous et qui montre bien que, quels que soient les débats, aussi utiles soient-ils sur les questions de régulation que l'on peut avoir, aucun parti pris et aucun intérêt financier en plus ne doit, de mon point de vue, nous détourner de l'objectif principal qui est de tenter de fournir un certain nombre de réponses afin de réduire les consommations d'une manière générale et lutter contre la banalisation d'un certain nombre de produits. Quels sont les autres enjeux des 6 mois à venir en plus de ceux que j'ai déjà cités? Alors vous le savez, ça a été annoncé hier à l'Assemblée nationale par le Premier ministre. Il y aura un plan de renforcement de l'efficacité de la lutte contre le trafic de stupéfiants qui sera annoncé probablement au début de l'été. Un maillon essentiel donc, en matière de réduction de l'offre sera ainsi conforté. S'agissant de la Mildeca, nous publierons 2 documents cadres qui, je crois, devraient vous intéresser. Un premier dans lequel nous préciserons notre stratégie, en interaction bien sûr, on a eu déjà des échanges avec Jean-Michel là-dessus, mais avec vous-même, sur quelle est finalement la bonne stratégie de recherche dans les années à venir dans le champ des addictions. Et plus précisément, au-delà de la recherche, quelle est la bonne stratégie de renforcement des connaissances. Et puis nous aurons un autre document qu'on espère assez cadrant pour l'action publique qui concernera les usages du numérique avec cette espèce de schizophrénie qu'on manie comme on peut, à la fois limiter les usages excessifs des écrans, ne pas permettre l'entrée dans l'addiction aux jeux vidéo, mais s'appuyer aussi sur ces nouveaux outils pour davantage prévenir, toucher les jeunes et le cas échéant même soigner, comme nous l'a montré Michel Reynaud et Jean-Pierre Thierry. Ce grand écart nous semble tout à fait possible. On engage également un travail de révision de notre politique de subvention pour 2020 et les années suivantes, afin d'abord de mieux faire connaître nos priorités. Nous verrons si ça passera par des appels à projets ou par des appels à projets et autre chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, les choses sont insuffisamment claires, je pense, pour les partenaires que nous pouvons aider. Et les feuilles de route dont je vous ai parlé, les documents cadres, nous aideront à cadrer un petit peu cet exercice et surtout permettre une meilleure articulation avec les subventions qui sont désormais très importantes et qui sont celles que vous pourriez obtenir auprès du fonds Addiction. On va aussi s'engager encore davantage auprès des collectivités dans leur action. On va publier un guide pour les élus, un guide on va réactualiser en fait un guide qui permettra de placer l'élu et d'aider l'élu en tant que responsable employeur de ces fonctionnaires territoriaux, et puis une partie qui sera beaucoup plus consacrée à la façon dont on peut prévenir les usages quand on est une collectivité pour les administrer. Et au-delà de ce guide, nous réfléchissons à des modalités de soutien encore plus importants sur le plan des méthodes et des projets au regard de l'expérience que nous avons désormais depuis 2 ans. On va également travailler, beaucoup d'entre vous m'y ont sensibilisé, à la question des patients experts. Il faut qu'on trouve une solution pour davantage renforcer la formation, l'harmoniser, permettre l'intégration de ces maillons essentiels du soin dans les équipes, qu'elles soient hospitalières, médico-sociales, qu'elles soient auprès des médecins généralistes, des médecins du travail. Il y a quelque chose d'important à mener comme chantier sur ce sujet-là. Ce que je voudrais éviter comme écueil, c'est qu'on fasse quelque chose de trop spécifique pour la dictologie, sans réfléchir cette question des patients experts dans le cadre plus global des maladies chroniques. Et puis, j'espère que nous aurons, avec nos partenaires du ministère en charge de la Santé et puis de Santé publique France, dès 2020, une première année d'un Dry January à la française. Ce serait une belle façon de commencer l'année prochaine. 2 derniers sujets qui me préoccupent, sur lesquels nous sommes en retard. La première question est finalement la venue de Sophie Cluzel dans la région Occitanie et peut-être l'occasion de passer vite un texto à Pierre Ricordeau sur le sujet, mais on est un peu mauvais tous collectivement sur la question addiction et handicap.
consommation. Je ne sais pas si on est susceptible et comment on est à ce stade susceptible de faire mieux, mais j'aimerais vraiment qu'on se penche sur ce sujet. Et puis il y a un dernier sujet, je suis désolé de revenir à nouveau à des questions de produits, mais sur la cocaïne, on a quand même beaucoup de signaux d'alerte, même si on n'est pas encore dans des niveaux de consommation qui atteignent les produits que j'ai cités précédemment, mais on a beaucoup de signaux qui nous montrent une diffusion, et je trouve qu'on est encore insuffisamment armé sur le plan de la recherche, sur le plan des prises en charge, sur le plan des recommandations de pratiques professionnelles. Donc je voudrais travailler là-dessus. Voilà. Je voudrais, avant de vous laisser, et je m'excuse si j'ai été un peu long, remercier d'abord mes collègues de la Mildeca qui sont ici, les équipes de Paris, remercier, si elles sont ici, les équipes du chef de projet d'Occitanie. Encore une fois, je dis toute l'importance et tout le soutien qu'on souhaite leur apporter. Remercier beaucoup Jean-Michel et Nathalie Latour pour le travail que vous faites. Vous remerciez tous également de vous occuper de ces personnes au parcours et aux trajectoires complexes, et vous le faites avec une grande humanité. Donc merci beaucoup encore une fois et très bonne journée à vous tous.